Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, Madame Martine Somda Nedakio, présidente du conseil d'administration de l'ONG Responsabilité, Espoir, Vie, Solidarité, Rêve Plus, basée à Bobo-Dioulasso. Bonsoir Madame Somda. Bonsoir Monsieur Ouedraogo. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Madame Somda, vous êtes agent de santé de formation, mais vous êtes surtout connue pour votre engagement dans la lutte contre le VIH-Sida, mais aussi pour l'épanouissement des personnes vivant avec le VIH, un domaine dans lequel vous cumulez plus de 25 ans d'expérience. Votre engagement remonte aux années 90 et a abouti à la création officielle de l'association Rêve Plus en 1997. Vous en êtes donc la présidente fondatrice. Alors pour commencer, un rappel donc, je vous reçois à l'occasion bien sûr de la commémoration de la Journée nationale de lutte contre le VIH-Sida qui est commémorée chaque année le 1er décembre. Quel est le fondement d'abord de votre engagement dans les années 90? Je voulais dire que mon engagement a été lié au fait que dans le service auquel j'ai été affectée, le Centre régional de lutte contre la tuberculose, j'ai été confrontée au premier cas du sida. Et grâce à une recherche du Centre Muras, on avait quand même un gros lot de patients tuberculeux testés positifs au VIH à qui je devais faire l'annonce de leurs résultats. Surtout des années 89-90. Ce n'était pas facile parce que c'était juste donner ces messages et ensuite ces patients étaient abandonnés à eux-mêmes. Et ça me posait un cas de conscience et j'ai essayé de réunir ces patients pour essayer de leur apporter le minimum sur leurs problèmes de santé, les infections opportunistes auxquelles ils étaient confrontés. Mais vu l'environnement hostile de son temps, en milieu hospitalier comme en milieu communautaire, ce n'était pas facile. Et j'ai servi d'intermédiaire pour leur faciliter l'accès à une consultation pour une diarrhée, pour des dermatoses, pour plein d'autres choses ou des soucis de rejet familial. Mais à l'époque, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait tout un mythe qui entourait la maladie. Vous, pourquoi vous n'aviez pas, à l'époque, cette peur de cette maladie que les gens apprenaient à découvrir? De par ma formation, je crois que j'étais privilégiée sur les informations, sur les maladies. On avait la primaire des informations et j'étais curieuse, je lisais beaucoup. Donc j'ai recherché des infos sur cette nouvelle maladie qui sévissait en Europe. Ce qui m'a peut-être donné un bagage pour aider ces premiers patients à simplement prendre soin d'eux-mêmes sans autre chose. Mais tout en, bon, je pense que c'est l'une des raisons, je crois. Mais à l'époque, Madame Somda, que signifiait être séropositif? À l'époque, ça n'avait pas de sens. Être séropositif, ça ne se disait pas. C'est être sidéen, être malade du sida. C'est ce qu'on disait. Et parce que les gens ne connaissaient pas des personnes séropositives du virus bien portant. Ils connaissent que les cas gravataires, d'où la peur qui entourait cette maladie pendant longtemps. Et à l'époque, ce n'était pas bien vu d'être une personne mince? Non, pas du tout. Pas du tout. Ou bien parler d'une diarrhée, non, parce que les patients tournaient autour du pot, qu'on ne l'assimile pas à cette maladie où il y a une dermatose, vous voyez. Donc l'environnement était de telle sorte que même en milieu hospitalier, il y a peu de personnel de santé qui avaient une connaissance sur la maladie. Et ils avaient aussi peur que les autres de la communauté, ce qui ne facilitait pas l'approche que j'ai commencé. Et les premiers groupes d'autosupport que j'ai mis en place, ils étaient de 20 personnes. Aujourd'hui, de ceux qui sont vivants, on ne se retrouve qu'à 2 ou 3 qui sont vivants. Mais la réponse qui m'était donnée en son temps était que c'est de l'énergie que tu dépenses, c'est des gens qui vont mourir. Pourquoi tu t'occupes de ces gens? Mais est-ce que ce n'était pas vrai? À l'époque, se faire dépister
séropositif, ça devait équivaloir peut-être à une condamnation à mort. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que toute maladie, si elle n'est pas prise en charge, peut conduire à une mort. Le sida y compris. La simple diarrhée peut tuer quelqu'un. Donc, je n'étais pas d'accord avec cette démarche que tout malade a besoin d'un soutien. Un soutien ne serait-ce que moral, une écoute pour commencer et apaiser ses ressentis, ses douleurs, la diarrhée, ses fièvres et autres. On devait les accompagner dans ce sens. J'étais convaincue de cela. Mais à l'époque, la difficulté qui se posait à Mme Somda, c'est qu'aujourd'hui, on parle des antirétroviraux, mais à l'époque, ce n'était peut-être pas le cas. Est-ce qu'à l'époque, c'était une mort certaine à laquelle les gens étaient destinés? Je ne suis pas d'accord parce que je connais des patients, y compris moi, qui ne sont pas entrés en traitement très tôt. Parce qu'en 90, je m'occupais des patients séropositifs sans savoir que j'allais être confrontée moi-même. Parce que c'est en 93 que j'ai perdu mon époux suite au VIH. Et c'est là que j'ai décidé personnellement, sans autre signe, d'aller faire le test personnel. Et il s'est avéré positif. C'est vrai que le choc, mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu mes enfants, mes frères et sœurs qui m'ont soutenu et mon chef de service à qui j'ai fait part de ma démarche, qui m'a accompagné tout au long du processus et après. Et c'était un avantage que je voulais faire profiter les autres patients. En dehors, le premier médicament pour un malade, c'est le soutien. C'est avoir l'écoute, être soutenu, être aimé. Ça, c'est un médicament qui n'a pas de valeur, de prix. Elle est inestimable. Parce qu'on peut donner une tonne de médicaments à un patient, mais s'il est laissé à lui-même, s'il n'est pas soutenu, il mourra. Mais vous, personnellement, quand vous avez découvert votre sérologie, est-ce qu'autour de vous, que ce soit dans le milieu professionnel ou communautaire, est-ce que vous n'avez pas subi cette stigmatisation? Est-ce que les regards des gens n'ont pas changé? Peut-être, mais moi, je ne l'ai pas vu. Parce que je ne l'ai pas vu, pourquoi? Parce que je me suis acceptée d'abord. Parce qu'il y a le premier travail du patient à faire sur soi-même. Accepter sa condition, ce qui n'est pas donné à tous. Vu que c'est une maladie stigmatisante, puisque je travaille dans un environnement où la tuberculose est une maladie stigmatisante. Je voyais les couples qui venaient se faire dépister à la tuberculose et je m'occupais de l'annonce. Et dès que j'annonce au couple que l'un d'entre eux est tuberculeux, l'autre commence à donner d'eau. C'est déjà une part de stigma et qui va perdurer dans le foyer. Et c'est cette approche, je pense que peut-être j'ai été préparée dans ce sens pour pouvoir aussi aider dans le cadre du VIH. Et la stigma, je ne l'ai pas senti parce que j'ai accepté tout de suite ce qui m'arrivait et j'ai dit, il faut que je vive. J'avais des enfants en bas âge. Mon plus jeune enfant avait 4 ans quand je perdais mon époux. Et je voulais être là parce qu'on se devait de les prendre en charge. Si je m'en vais, qui va s'en occuper? Et j'ai dit au bon Dieu, je n'ai pas acheté cette maladie. Je l'ai eue dans une vie de foyer. Et je pense que tu te dois de m'aider à arriver à ce que mes enfants puissent se prendre en charge. Et je pense que c'est un défi que j'ai pu relever. Aujourd'hui, je suis grand-mère de 7 petits-enfants. Tous mes enfants sont presque mariés, ils ont des enfants. Et je crois que ma volonté et l'accompagnement de ma famille, des amis, de mon milieu de travail, puisque je ne l'ai pas caché, a été un atout pour moi. Et c'est ce que j'ai essayé de partager en créant REP+, pour dire que quand quelqu'un est malade, il faut amener la communauté, puisqu'ils sont les plus proches de vous, à s'impliquer dans votre prise en charge. Le rejet, souvent, est lié aussi à des antécédents. Peut-être que la personne bien portante déjà subissait un rejet. C'est l'analyse que moi, donc, tout commence par l'acceptation de sa situation. Oui, il faut l'accepter. Ça te permet, toi, d'imposer cela presque à l'autre en face de toi. Si toi, tu as honte de toi-même, comment l'autre qui est en face de toi ne subira pas cela? Et dans votre cas, il faut dire que c'était une sorte de double peine parce que vous perdez votre mari et vous découvrez derrière que vous êtes également... C'était très dur. Ce n'était pas facile,
mais avec l'aide de Dieu, parce que je suis croyante, ça a beaucoup impacté sur mon parcours. Et j'ai pu surmonter et j'ai pu faire ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et c'est tout votre mérite. Alors, Rêve Plus est l'une des premières organisations communautaires à but non lucratif, je précise, au niveau national, à donner donc un visage à la pandémie à travers donc des témoignages de personnes qui vivaient avec le VIH. À l'époque, est-ce que les gens n'avaient pas peur d'adhérer à votre association? Parce que adhérer, c'était une manière de déclarer également sa séropositivité. Exact. Même pour faire les documentaires ou les témoignages à visage découvert, ce fut un travail sur les individus qui devaient le faire, un travail sur leur environnement proche, parce qu'après, il y a le regard des gens sur vous. Il faut pouvoir le surmonter. Donc, il y a eu un travail au préalable que Rêve Plus a fait autour de ces gens qui ont témoigné à visage découvert pour pouvoir le faire. Et pour continuer, après les témoignages, à les soutenir pour qu'ils puissent se sentir bien et continuer. Parce que leur action n'a pas de prix. Ça a permis à des personnes d'aller vers le dépistage. Je me rappelle qu'en son temps, des gens qui étaient d'Ori, je dirais, aux quatre coins du Burkina pour venir vers nous. Et c'est grâce à ces témoignages. Et le fait, beaucoup de gens ne pensaient pas que... Beaucoup de gens doutent de moi, ma sérologie, jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, je suis désolée, c'est la réalité. J'aurais préféré ne pas, mais c'est fait, j'assume, je fais avec. Et les gens doutent, parce que je me porte bien, parce que j'ai accepté très tôt. J'ai accepté très tôt me battre, pouvoir vivre avec, et j'ai voulu insuffler ça à tous ceux qui viennent à Rêve Plus. Et les gens, je pense que c'est ce qui attire les gens vers Rêve Plus, cette positivité avec... cette joie de vivre. Voilà, parce que dans un environnement où beaucoup sont rejetés, mis à l'écart, presque à l'abandon, parce qu'il y a des gens, quand on allait les visiter, on les mettait presque sur des décharges. Et voir des gens venir prendre soin d'eux, des gens inconnus, les laver, les habiller, les nourrir, ça interpelle la famille. Peut-être qu'à l'époque aussi, tout ce rejet-là était fondé sur la méconnaissance, parce que beaucoup pensaient à l'époque qu'il suffisait de dire bonjour à une personne malade et puis on est contaminé. Ça, c'est vrai. Parce que c'est pour ça que je crois que la campagne de sensibilisation qui a eu lieu de façon intense dans notre pays doit continuer. Parce qu'il y a une baisse dans ces... Il y a une baisse, on va y revenir. Voilà, dans ce domaine. Oui. Mais à l'époque, racontez-nous un peu comment pouvait être le quotidien. Parce que comme j'ai dit, il y avait ce mythe-là. Bon, dire bonjour, du moment où on sait que vous êtes atteint de la maladie, personne ne veut même vous serrer la main. Bon, le quotidien, je sais que connaissant l'esprit de rejet de la communauté dans laquelle je vis, c'est moi qui dois prendre soin presque de cette communauté, dans ma façon de faire. Quand je suis dans un milieu public, je ne me mettrai pas soit à manger avec tout le monde, vu qu'ils n'ont pas encore changé de mentalité. Mais aujourd'hui, je le fais parce que l'information a changé. Mais en son temps, non. C'est à moi. Et c'est pour ça que j'ai dit, j'ai fait un travail sur ma personne moi-même pour m'accepter telle que je suis et pouvoir l'imposer aux autres. Ça, ce n'est pas facile à faire. Mais à l'époque, la prise en charge, comme vous disiez que c'est le soutien que vous apportez à tous ceux qui étaient touchés par la maladie, soutien psychologique, mais aussi soutien sur le plan de la santé. Quelles étaient les possibilités véritablement de soutenir un patient à cette époque-là où on n'avait pas les ARV qu'on a aujourd'hui? Je pense qu'au tout début, notre engagement était focalisé essentiellement sur l'hygiène de vie de l'individu, sur l'accessibilité à une consultation pour une prise en charge des infections opportunistes qu'on sait qui dégradent très rapidement l'état de santé et une alimentation équilibrée. C'était la base des médicaments pour nous, pour pouvoir se maintenir. On sait que les diarrhées détériorent vite la santé et c'est en lien souvent avec l'hygiène de vie, la mauvaise alimentation
Et notre démarche était autour de ça, donner l'information, même parfois faire des séances pour montrer. On a tout sur place, on a toutes sortes de nourriture équilibrée sur place. Il s'agit de pouvoir les composer et les prendre en adaptant sur l'état de santé du patient. Et c'était essentiellement cela. Mais Rêve Plus, est-ce que c'était un centre de santé? Rêve Plus, à sa naissance, s'est inscrit dans la santé, dans l'accès aux soins immédiatement. Ce qui a été une très grande difficulté pour nous, parce que les autres associations naissaient dans la prévention. Nous, on est nés dans le but d'améliorer l'accès aux soins et aux traitements, ce qui n'était pas facile au niveau du système de santé et au niveau des autres. Mais on s'est battu pour que les traitements, par exemple le cotrimoxazole, qu'on savait, le bien fondé sur l'état de santé de la personne séropositive, on s'est battu pour qu'elle soit gratuite au niveau des patients séropositifs. Ensuite, quand on a eu les premiers traitements, je peux dire que Rêve Plus fait partie d'une des premières associations à se battre pour que les premiers traitements ARV arrivent dans notre pays. On s'est battu pour ça. On a même montré la voie pour les commandes où on peut les acheter à moindre coût. Par exemple, en Inde, qui était un fabricant. On s'est battu, on a marché, on a fait du lobbying, on a fait plein. Et pour ça, il fallait que quelqu'un qui vit la situation. On était dans les années 2000. Voilà, qui vit la situation, qui puisse vraiment traduire l'état, le vécu quotidien de ces personnes. Et on n'a pas reculé devant cette tâche immense. On s'est battu pour ça. Et pour cette cause, est-ce que quand vous vous étiez engagé, parce que pour pouvoir le faire, il faut forcément avoir des ressources, oui. Est-ce que tout de suite, vous avez eu ce soutien-là, que ce soit de l'État ou d'autres partenaires? C'était au départ, quand on a commencé, on a essayé la solidarité sociale. Rendre visite à quelqu'un, on n'a pas besoin d'argent. Prendre, laver un malade, on n'a pas besoin d'argent pour le faire. On a tissé cette solidarité interne. C'est pour ça que vous verrez dans notre dénomination solidarité, qui est très importante, on a une caisse où le peu qu'on avait, on mettait en commun pour payer le cotrimoxazole. On a lancé des appels à souscription au niveau des entreprises pour alimenter une caisse au niveau de l'hôpital Sano-Souro pour prendre en charge les services de médecine interne où étaient hospitalisés les malades de VIH positif. Et on est passé par la CAMEG pour pouvoir avoir certaines médicaments. Le générique. Voilà. Donc, je pense qu'au départ, ensuite, l'action de Rêve Plus, j'ai eu cette chance de participer à des conférences internationales où j'ai partagé l'expérience qui a attiré l'attention de certains bailleurs, comme SIDAction, qui est une association de lutte contre le sida basée en France, Aide, Solidarité Sida, et Coalition Plus. Ils sont venus et nous ont financé les actions d'accompagnement de prise en charge communautaire. Et l'État, par le PAMAC, nous avons eu du soutien. Le PAMAC est né bien plus tard. Et on a eu des soutiens dans ce sens-là. Mais je pense qu'on s'est battu. Au début, on a saisi les opportunités pour vraiment porter la voix des malades. Parce que pendant longtemps, on faisait les bilans au niveau pays dans le cadre de la prévention. Beaucoup d'argent dans le cadre de la prise en charge. Zéro. On s'est insurgé contre cela. On a dit non. Tant qu'on ne s'intéresserait pas à la prise en charge des patients, ce sont eux qui transmettent la maladie. Donc, l'effort de prévention serait voué à l'échec. Et aujourd'hui, ça nous donne raison. Voilà, vous êtes parti pratiquement donc, de rien. Vous étiez tout seul à crier pratiquement dans le désert, avec peut-être quelques associations. Et comme ça, dans les années 2000, on a vu que la lutte a pris de l'ampleur. Est-ce qu'en ce moment, vous aviez le sentiment que c'est votre lutte ou bien vos revendications qui avaient porté fruit? Je pense que la lutte, elle est commune. Hein. Il y a des associations qui n'ont pas l'opportunité de faire ce que nous faisons, mais qui font de bonnes actions sur le terrain. Il faut le leur reconnaître. Et c'est ensemble que nous sommes arrivés où le Burkina est aujourd'hui.
je crois que bon, nous, on a eu des opportunités d'avoir accès à des journaux, à la radio, à la TNB et tout. Mais il y en a qui n'ont pas accès, mais qui font du bon travail sur le terrain. Et nous sommes ensemble dans ce combat-là. Et je crois que bon, c'est dans l'unité qu'aujourd'hui on est à 0,8%. 0,8% de séroprévalence aujourd'hui. On peut dire que la lutte a payé, mais aujourd'hui, quand on remarque, on a l'impression un peu que la lutte a beaucoup baissé. Oui. Est-ce que c'est le même constat que vous faites? Oui. La lutte a baissé parce qu'il y a la réduction des ressources qui impactent sur les actions de lutte, telles que la prévention de masse, que je déplore, parce que le Burkina s'est inscrit dans la prise en charge des populations clés, et on a l'impression qu'on met beaucoup d'énergie autour, ce qui est bien. Mais ne baissons pas la garde sur la population générale. Parce que quoi qu'on dise, dans notre environnement, quand on parle de pop clés, ils sont dans la communauté. Quand on parle des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, quand on parle des professionnels du sexe, quand on parle des prisonniers, des personnes avec un handicap, des usagers de drogue, c'est des gens qui vivent parfois dans notre communauté. Et on se rencontre sur des terrains. Donc, si on met l'accent, comme on l'a fait, sur la population générale, au détriment des populations clés, il ne faut pas faire l'inverse. Parce que les acquis de l'autre côté peuvent, les choses... Le feu peut se rallumer, comme je le dis souvent. Oui, mais aujourd'hui, quand vous parlez justement de ces populations clés-là, c'est toute une problématique aujourd'hui. Parce qu'on est dans une société peut-être qui n'est pas prête à accepter véritablement qu'on prenne, en tout cas, cela comme un problème. Vous parlez des hommes, par exemple, qui ont des relations sexuelles avec des hommes ou des femmes également. Aujourd'hui, est-ce que tout le problème n'est pas là? La société n'est pas prête à l'accepter. Je suis tout à fait d'accord, mais à une condition. Parce que cette communauté fait partie intégrante de notre communauté. Quand tu dois prendre en charge la santé de quelqu'un, en commençant peut-être en balayant devant ta porte, tu mets l'ordure devant la porte du voisin. Le vent, il souffle. Il peut ramener les mêmes déchets dans ta cour, n'est-ce pas? Mais si le voisin balaie en même temps que toi, vous êtes à l'abri de ces ordures. Et je pense que la prise en compte de cette population clé est obligatoire pour nous. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, que les études ont montré que le foyer de l'infection se retrouve là. Et si on ferme les yeux là-dessus, je disais tantôt que le feu va se rallumer là où on l'avait déjà éteint. Parce que ces mêmes populations, par exemple, quand on prend les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, pour pouvoir cacher leur sexualité, homosexualité, ils sont obligés d'être bisexuels. Donc, ils prennent des épouses ou bien ils ont des copines. Et parfois, ces mêmes copines, il y a des hétéros qui vont là-bas. Vous voyez que l'épidémie peut reprendre à ce niveau-là. Est-ce que moi, je ne m'inscris pas sur le jugement de l'orientation sexuelle d'un individu? C'est un choix personnel. Mais moi, je m'inscris dans le domaine de la santé, de façon générale. Est-ce qu'il faut fermer les yeux sur là où peut rebondir l'épidémie? Non. Je pense qu'on a le devoir. Mais il faut tenir également compte de la société. Vous vous souvenez peut-être à la mairie de Ouagadougou, même à Bobo. Voilà, où à Bobo-Dioulasso, à une certaine époque, il a été question de financement avec des lignes qui étaient orientées donc vers la prise en charge de ces personnes homosexuelles. On a vu tout le tollé que ça suscite. Mais je pense qu'il faut beaucoup de communication, il faut d'information. Peut-être qu'il y a un manque d'information sur l'utilisation de ces fonds qui a causé problème. On s'est focalisé sur un mot, homosexualité. Non, il faut aller au-delà de cela. La mairie voulait faire quoi? C'est dans le domaine de la santé. Et cette santé, ce n'est pas pour les homosexuels, c'est pour la communauté burkinabé. Je ne fais pas la promotion de l'homosexualité, loin de moi. Mais je pense que la santé, elle doit être générale, accessible pour tout le monde. Je m'inscris dans
dans ce domaine. Tout le monde doit avoir accès au même titre, à l'égalité au niveau de notre pays. Il n'y a pas de raison de mettre un groupe à part. Non, je ne suis pas d'accord. Et tant qu'on n'acceptera pas cela, l'homosexualité, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, elle existe. Quand on regarde dans nos écritures, les livres, elle a toujours existé, elle existera toujours. Donc on fait avec. Maintenant, un domaine où ça pose un problème, mobilisons-nous et corrigeons cela. Maintenant, les individus qui font le choix. Pour le moment, en tout cas, les gens estiment que c'est beaucoup, en tout cas, estiment, au nom de leur foi et de tout cela, que c'est un sacrilège. Moi, je suis catholique pratiquante. Et je pense que je m'inscris comme le Christ l'a fait. Il ne portait pas de jugement sur des individus. Il soignait. Il a délivré la prostituée de la lapidation. Il n'a pas porté de jugement. Il a juste dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et c'est la même chose que j'ai dit ici. Laissez à Dieu sa part de jugement. Et en tant qu'humains, aidons, développons l'amour, la solidarité pour lutter contre les fléaux qui nous empêchent de vivre bien. Je pense que... Mais justement, la crainte aujourd'hui, Madame Somda, c'est que les gens estiment que si tous les financements s'orientent vers là, bon, le risque, c'est que l'effet pervers, soit en ne voulant pas promouvoir, comme on encourage. Je ne crois pas. Vous pensez que quelqu'un peut s'inscrire dans l'homophobie? Vous pensez que je peux choisir d'être rejeté par ma communauté, par mon orientation sexuelle? Je ne crois pas. Et ayant soutenu ce groupe, je sais que ce n'est pas... S'ils pouvaient s'en défaire, ils le feront. Mais c'est inné en eux. Ils naissent avec. C'est Dieu qui les a créés aussi. Ainsi, vous voyez. Donc, je ne porte pas de jugement sur cet aspect. On ne peut pas choisir la difficulté. Non, je ne crois pas. Mais choisissons le bien vivre ensemble. Choisissons la tolérance. Choisissons vraiment que le Burkina, on puisse vivre dans un monde sans sida et que nos enfants qui sont en train de naître puissent vivre une sexualité saine, quoi. Alors, Madame Somda, revenons à cette problématique du financement, plutôt du tarissement des financements. Selon vous, qu'est-ce qui a expliqué justement ce fait que subitement, on se retrouve, en tout cas dans les années 2010, sans financement? Ça s'explique peut-être par le succès que le Burkina a engrangé. On était à 7%, 7,quelques% de prévalence. Aujourd'hui, on est à 0,8%. Je pense que quand même, un bout de chemin a été parcouru dans la positivité, dans la réduction de la transmission. Et je pense que les organisations internationales orientent les ressources vers les pays où l'épidémie est assez concentrée. Je pense, hein, à mon avis, c'est ça qui explique. Par contre, je me dis que chaque État, parce que durant des années, depuis la lutte, on a incité nos pays à intégrer ces thématiques dans les programmes nationaux de santé. Je pense qu'on peut s'en sortir dans ce sens-là, parce que si c'est inscrit dedans, il ne faut pas toujours compter sur quelqu'un. Est-ce que ce n'est pas aussi lié, parce qu'à une certaine époque également, certains ont estimé que la lutte contre le sida était devenue, c'était comme un effet de mode. Voilà. Il suffisait de se lancer dans la lutte contre le sida et tout de suite avec les financements et tout. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un abus à une certaine époque? Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a des structures, je parle du domaine que je connais le mieux, le domaine communautaire. Il y a des structures qui sont nées en lien avec la présence des financements. Mais on se rend compte aujourd'hui que ces mêmes structures sont mortes avec la fin des financements. Ça s'explique comme ça. Bon. Mais est-ce qu'elles n'ont pas contribué peut-être à donner aussi, entre griffes, à donner une mauvaise image d'ensemble? Parce que tout simplement, elles sont nées parce qu'il y avait des financements. Et puis, les financements aujourd'hui ont tari. Elles ont disparu, mais elles ont eu le temps d'avoir cette réputation d'être voilà, des structures qui surfaient, entre griffes, sur la vague voilà, du VIH-Sida pour s'épanouir, pour que des individus s'épanouissent.
Bon, je ne vais pas trop aller sur cette ligne que c'est quand même une minorité par rapport à une majorité engagée qui croit aux actions qu'ils mènent et qui l'ont fait bien avant les financements et même pendant les financements. Donc je ne vais pas le généraliser ici. Et je crois que dans toute action, il y a toujours des côtés négatifs. C'est un peu ça, comme ça qu'il faut faire la lecture de la chose. Et je pense que quand même au Burkina, il faut reconnaître qu'on a cette fibre associative, parce que pour plein de choses, on crée des associations pour résoudre. C'est une très bonne chose qui n'existe pas dans d'autres cieux. Il ne faut pas le prendre de façon négative. Par exemple, pour des mariages, pour des baptêmes, pour des funérailles, pour plein de choses, on crée. Et c'est la solidarité parlante à ce niveau. Et c'est des choses à encourager. Je pense que c'est dans cette forme de solidarité qu'on peut arriver à résoudre pas mal de problèmes. Et justement, dans cette question de financement, ce qu'on a remarqué tout de suite, quand les financements ont commencé à diminuer au niveau peut-être du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose, mais aussi le paludisme, ce qu'on a remarqué, c'est que dès que ces fonds ont diminué, c'est là qu'on s'est rendu compte que peut-être l'État n'était pas si présent que ça dans cette lutte. Est-ce que c'est le même constat que vous avez fait? Je ne dirais pas que l'État n'est pas présent, parce que l'État est présent. Peut-être que l'État n'est pas présent à la hauteur des attentes. Est-ce que l'État n'avait pas justement abandonné un peu non. Les choses un peu aux partenaires extérieurs en termes de financement, au lieu de compter sur des ressources propres? Je ne pense pas que l'État ait abandonné. Parce que ces financements extérieurs, c'est grâce au travail de l'État aussi. Donc il n'a pas abandonné, il a recherché pour le pays. Et les associations telles que REP+, autres ONG aussi cherchent des ressources additives qu'ils ramènent dans le pays. Donc tout ça l'a mis ensemble, ça a contribué. Sinon, je ne pense pas que l'État... C'est peut-être la réduction des financements qu'on observe, qu'on pense que l'État ne fait rien. Et l'État est sur plusieurs fronts en même temps. Le domaine du VIH n'est pas le seul front qu'il doit relever. Il y a le paludisme, la tuberculose, il y a les hépatites, il y a les cancers. Il y a plein d'autres domaines auxquels il faut qu'ils se mobilisent. Bon, en tant qu'acteur de lutte contre le sida, bon, j'aurais aimé avoir tous les moyens pour résoudre ce problème. Ça, c'est ma vision à moi. Mais il faut compter avec les autres aspects. Aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas inquiet quand vous regardez, parce qu'on a parlé tantôt de la baisse de la lutte. Avant, il y avait des panneaux qui attiraient l'attention des gens un peu partout sur la nécessité de se protéger, sur la nécessité de rester vigilant. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Quand vous regardez tout cela, malgré le fait qu'on soit à 0,8% de séroprévalence sur le plan national, est-ce que ça ne vous inquiète pas? Oui, je suis inquiète parce que, d'ailleurs, le thème de cette année, connaître sa sérologie, est très important dans ce sens parce que c'est en lien avec les ressources. Avant, c'était les sensibilisations de masse dans les communautés, les zones les plus reculées pour permettre aux gens d'aller vers le diagnostic de leur sérologie. Aujourd'hui, à cause des financements, ce n'est plus le cas. Et je suis inquiète parce que je me rends compte... On a l'impression en fait que le combat est gagné. Oui. Et c'est une mauvaise analyse qui est faite par la communauté que le VIH, on a la solution. Non, parce qu'on n'a pas encore un traitement qui guérit. On vit avec le VIH, on vit mieux avec le VIH. Surtout que si vous êtes observant au traitement et que votre charge virale est indétectable, vous êtes comme toute autre personne, vous vous portez bien. Mais ce que nous observons en tant que monde associatif et communautaire, c'est le dépistage des jeunes. Les jeunes sont les plus touchés actuellement. Les jeunes entre 18 et 45 ans, ce sont eux qui viennent positifs, parfois phase sida déjà. Et ça, c'est inquiétant. Ce qui est inquiétant aussi, c'est les
perdu de vue, les gens dont la charge virale parfois est indétectable une fois et qui disparaissent, qui arrêtent tout traitement et qui vont revenir avec une résistance sur ce qui va encore demander à l'État de chercher des ressources encore plus chères. Déjà ça, on a du mal. Et ce qui aussi qui m'inquiète, c'est qu'on n'est pas encore arrivé à mettre tout le monde sous traitement ARV. Actuellement, on est autour de 60%. Voilà. Par exemple, si je prends le cas de REP+, on est autour de 65% des patients sous traitement. L'OMS demande à ce que dépister, mis sous traitement. Ce n'est pas encore effectif, c'est effectif dans la cible population clé. Parce que, bon, mais dans la communauté générale, bon, c'est assez lent. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est le manque de médicaments? Où se situe le problème? Parce qu'on ne peut pas comprendre que jusqu'à présent, on n'ait pas la possibilité d'associer, en tout cas, la prise en charge au dépistage. Il y a le problème de médicaments, il y a le problème de suivi biologique, parce que la prise en charge, c'est tout un tout. Il y a le dépistage, la prise en charge des examens biologiques qui coûtent cher, même si l'État subventionne souvent, mais ce n'est pas permanent. Et ça coûte énormément cher pour le Burkinabé de payer les médicaments. Il y a aussi le fait que les centres de dispensation ne sont pas... C'est décentralisé, mais pas une couverture vraiment suffisante. Il faut faire des kilomètres pour y aller. Et ça, les patients, tant qu'ils marchent sur ses deux pieds, on connaît ce que sont nos parents, il va garder jusqu'à ce qu'on les mène sur une brancard. Bon, c'est dommage, mais c'est ça. Il y a ça. On se bat aussi pour que cette effectivité de prise en charge médicale soit faite par les agents, les infirmiers. Parce que les médecins, ils ne sont pas en nombre suffisant. Et les infirmiers qui sont dans les CSPS et autres puissent faire le relais de cette prise en charge. Et quand on va être effectif totalement dans... Je crois qu'on va gagner. Parce que mais justement, est-ce que l'effet pervers aujourd'hui en tout cas de la disponibilité des antirétroviraux n'est pas le fait que les gens aujourd'hui n'ont pas peur de la maladie? À une certaine époque, les gens, c'est la peur certainement également qui faisait que les gens étaient beaucoup plus regardants, plus vigilants. Est-ce qu'aujourd'hui, l'effet pervers n'est pas le fait qu'on considère maintenant le sida comme une maladie ordinaire? On s'est battu pour qu'on en arrive là. Et je pense que c'est une bonne chose. Parce que ça permet de réduire un tant soit peu le problème des stigmas liés à la pathologie. Mais je crois que peut-être il faut qu'on renouvelle nos messages de sensibilisation dans ce sens-là pour les jeunes qui n'ont pas cet avantage d'avoir un regard sur le passé des années 90 où on peut pas raconter ce qui s'est passé parce que c'était dur, c'était l'enfer. Aujourd'hui, on a la facilité d'avoir son test en quelques minutes, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, il fallait attendre 3 mois. 3 mois d'attente, vous voyez l'effet psychologique sur l'individu. Et aujourd'hui, il y a les traitements, et des traitements qui ne sont plus lourds. Comme avant, on avait jusqu'à 10-16 comprimés à prendre. Aujourd'hui, tu as juste un comprimé à prendre par jour. Bon, ça donne l'impression que c'est gagné. Et c'est ça, c'est sur cette impression qu'il faut qu'on travaille, nous, acteurs communautaires ou système de santé, qu'on travaille à garder la conscience éveillée, qu'on n'est pas encore au bout du tunnel et que l'épidémie peut redémarrer à cause de la baisse de garde. Ce n'est pas gagné, surtout dans la frange jeune. Les jeunes, on voit des séropositifs qui vivent bien. Voilà. C'est peut-être tout cela qui... Mais c'est dommage, moi je souhaiterais qu'il n'y ait pas de séropositifs. C'est notre souhait. Donc, il faut qu'ils prennent... Il y a des séropositifs qui s'ignorent et qui continuent de transmettre la maladie. Vous voyez, c'est là qu'il faut qu'on travaille. Mais aujourd'hui, la problématique, quand vous dites qu'il faut ramener
en tout cas ces campagnes de sensibilisation, alors qu'on est à une période où peut-être le Fonds mondial est en train d'aller vers, en tout cas, vers la fin. Oui, mais pas la campagne comme on l'avait connue. Parce qu'aujourd'hui, il faut s'adapter à l'évolution. On a les antiques, comment vous les appelez? Les nouvelles technologies. Voilà, on a tout ça. Utiliser ce qui existe et qui touche, qui capte l'attention de la jeunesse, des possibilités dans les lieux de rassemblement où ils se retrouvent, pouvoir capter leur attention, ne serait-ce que 2 minutes, 3 minutes sur cela. C'est ça qui n'est pas fait. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. S'adapter à l'ère d'évolution actuelle. Est-ce qu'il ne faut pas également mettre à contribution l'école? Oui. Parce que après des dizaines d'années de combat contre la maladie, peut-être qu'aujourd'hui c'est incompréhensible qu'on n'en parle pas. C'est ça. Parce que je pense que on s'est battu aussi pour qu'au niveau des programmes de formation, qu'on puisse inscrire la thématique VIH à ce niveau. Bon, c'est un processus, les changements sont toujours lents à s'instaurer. On espère qu'un jour ça va se passer et qu'au niveau des écoles, même depuis l'école primaire, qu'on puisse déjà parler du VIH. Parce que toute la difficulté réside au niveau des enfants qui sont nés avec le VIH. Parce qu'ils sont presque porteurs sains, mais il faut qu'ils prennent des médicaments. Et à un moment donné, ils sont saturés. Ils se demandent pourquoi vous voulez que je prenne des médicaments et pas un tel de mes frères. Toute la difficulté au niveau des parents, des systèmes de prise en charge, c'est là. Amener l'enfant à accepter son statut que tu es né avec. Tu dois prendre le traitement toute ta vie. Pour le moment, on ne guérit pas. Toute la difficulté est là. Voilà, alors cette année, la commémoration, comme vous l'avez dit tantôt, se fait autour du thème « Connaître sa sérologie ». Est-ce que c'est juste une rencontre de plus? Parce qu'on a l'impression que le 1er décembre aujourd'hui passe pratiquement inaperçu. Voilà, on se rencontre voilà, dans une grande cérémonie et puis juste après, il n'y a rien. C'est, par exemple, connaître sa sérologie, on va en parler, mais qu'est-ce qui est fait concrètement? On a l'impression que ce sont des commémorations qui sont juste là comme des vœux pieux. Il n'y a pas d'action qui les accompagne. Il y a des actions. Il y a des actions et les actions sont... L'avantage qu'on a aujourd'hui est que la commémoration du 1er décembre est faite dans toutes les régions. Ce qui n'était pas le cas avant, c'était à un centre donné. Toutes les régions commémorent et tous les acteurs mènent des actions pour marquer et attirer l'attention et marquer cette journée spéciale. Et je sais que REP+, on a des activités qu'on mène. Peut-être qu'on ne fait pas de communication à la télé ou à la médiatique autour, mais on mène des actions tout autour. Et je crois que c'est ainsi au niveau des autres associations communautaires que ça se passe. Et c'est important de pouvoir s'arrêter chaque année, voir ce qui est fait, ce qui est bien, ce qui est à corriger et ce qui reste à faire. Je pense que c'est important. Que le 1er décembre aussi sert pour ça, pour faire un temps d'arrêt là-dessus. Donc on estime aujourd'hui aussi que les associations, au lieu de continuer à travailler voilà, chacune de son côté, avec la raréfaction des ressources, gagneraient à se mettre ensemble pour être plus efficaces. Les associations se sont mises ensemble. On a plein de réseaux. Je disais tantôt que le Burkina est le pays le plus truffé de réseaux associatifs, ce qui n'est pas le cas dans plein de pays qui nous entourent. On a cet avantage de s'associer pour résoudre un problème. Et les associations sont en réseau. REP+, par exemple, on est membre de plusieurs réseaux, tels que la CORAP, tels que la Maison des associations à Bobo et des réseaux internationaux. On se met en réseau par rapport à des thématiques d'enjeux, par exemple sur les droits humains, autres, sur la prise en charge, sur les pop clés, sur les usagers de drogue. On est en réseau.
Et plein d'associations sont en réseau. Et je crois que l'État a travaillé à ce que les associations se mettent en réseau pour mutualiser leurs forces. Madame Somda, on va évoquer à présent la deuxième grande partie de cette émission. Il s'agit donc de l'actualité. Comme vous êtes agent de la santé, on va commencer par cette question de la lutte contre la corruption, avec les 13e journées nationales de refus de la corruption qui se tiennent donc du 1er au 10 décembre à Ouagadougou et dans 5 autres régions, annonce faite donc par le RENLAC et qui a choisi cette année d'attirer l'attention sur la corruption dans le secteur de la santé. Le rapport 2007 révèle que la corruption est bien présente dans ce secteur sensible, la santé classée 13e. Déjà, en tant qu'acteur de la santé, quand vous entendez que votre domaine est classé 13e, un domaine aussi sensible, qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction? Vous ne devenez pas agent de santé parce que, par défaut, il faut d'abord aimer les métiers d'aider à tout moment. Sincèrement, avec le serment d'Hippocrate. Voilà. Mais je pense qu'il faut faire l'analyse sur toute la société burkinabé. Ce n'est pas seulement la santé. Moi, personnellement, j'allais dire de faire cela. Parce qu'on a tendance à ce que des brebis galeuses gâtent le nom de toute une structure haute. Parce que ce n'est pas tous les agents de santé qui sont corrompus. Mais il y a lieu peut-être de travailler à changer cela. Parce qu'actuellement, le rapport pointe par exemple les raquettes des patients, détournement de matériel, de médicaments, et surtout dans le contexte de la gratuité des soins. On peut dire que c'est un comportement, je pense que le ministère de la Santé aussi l'a relevé, qui met à mal même la mise en œuvre de cette mesure. Voilà. Je pense que, je disais tantôt, les agents de santé seuls ne sont pas en faute. Quand on parle de corruption, il y a le corrompu et le corrupteur. Vous voyez, c'est sur les deux bords qu'il faut travailler. À ce que l'individu qui vient dans un système de santé, qui n'achète pas la conscience d'un individu, qu'il patiente comme les autres pour avoir accès. Si on arrive peut-être à réguler cela, parce que c'est ceux qui veulent contourner les ordres, les systèmes qui font cela. Mais souvent aussi, on a des patients peut-être qui arrivent, qui sont dans une situation telle qu'ils sont vulnérables. Parce que bon, il est malade, il veut recouvrer au plus vite sa santé. Mais il trouve des malades qui sont aussi vulnérables. Peut-être même il y a parmi ceux qui sont patients, qui sont plus à risque que lui. Le plus souvent, ceux qui font ce genre de corruption, c'est ceux qui ne veulent pas attendre. Pour eux, c'est une perte de temps. Je pense qu'il faut travailler sur les deux bords. Et c'est toute la société qu'il faut éduquer dans ce sens-là. Mais quand un agent de santé en arrive à prendre un médicament qui est là pour la gratuité, pour le revendre, et ça, il faut le dénoncer. Extrêmement grave. Il faut le dénoncer. Moi, je ne suis pas partisan pour qu'on facilite, on laisse ces gens sans sanction. Il faut le dénoncer. Si l'État se saigne pour que la communauté puisse vraiment avoir accès aux soins et sauver des vies, surtout les plus petits ou les femmes enceintes, il ne faut pas que ça soit détourné. Parce que si on le fait, probablement il y aura un cas qui va arriver qui n'a pas la capacité de le faire et qui va mourir simplement pour ça, alors que c'est gratuit. Il faut le dénoncer. Et je crois que dans le système de santé, il y a des comités de gestion qui sont là. C'est leur rôle de suivre. Et la population aussi, c'est leur rôle de dénoncer. Moi, je ne suis pas partisan pour la facilité. Il faut mériter son salaire, comme on dit. Alors, Madame Somda, toujours sur cette question de la corruption, l'autorité supérieure de contrôle d'État également a révélé une dégradation des indicateurs de bonne gouvernance et de saine gestion suite à l'audit des ministères et des institutions pour ce qui concerne l'année 2017. Finalement, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à bout de cette question de la corruption. On y arrivera. On y arrivera, il suffit d'avoir la volonté de se battre contre ça. Est-ce que ce n'est pas l'absence de sanctions? Est-ce qu'il ne faut pas véritablement sanctionner des gens publiquement? Exact. Parce que souvent, quand ça arrive, on délocalise l'individu ailleurs, qui va peut-être rebelloter cette pratique. C'est pouvoir sanctionner réellement et donner l'exemple
Et puis c'est l'argent du contribuable, ce n'est pas l'argent d'un individu. Il ne faut pas qu'une seule personne s'en approprie ou bien fasse ce qui bon lui semble là-dessus. Moi, je suis d'accord qu'on sanctionne. Je suis d'accord. Alors, cette semaine également, on a célébré, bien sûr, le 3e anniversaire de l'élection du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. C'était le 29 novembre 2015. Alors, aujourd'hui, quand on regarde, certains voient le verre à moitié plein, d'autres voient le verre à moitié vide. En tout cas, que l'on soit de l'opposition ou de la majorité, on ne tire pas le même bilan de ces 3 ans de mandat du président Kaboré. Est-ce que vous voyez les changements promis se concrétiser? Je pense que le président Roch a hérité d'un pays où beaucoup d'habitudes se sont normalisées, même s'ils sont néfastes, et ça prendra du temps. Comme je le dis, il ne faut pas baisser la garde dans le changement qu'il a inscrit dans son programme. Continuer, parce que ce ne serait pas du... Quand les individus ont des avantages personnels, ils s'accrochent comme ils peuvent, hein. Ils trouveront toujours une façon de contourner. C'est d'avoir une vigilance accrue et le changement, lui donner le temps, parce qu'il vient de faire un mandat. Il faut lui donner, voilà, il faut lui donner le temps. De 3 ans, c'est à la tête d'un État, c'est peu, parce que pour les actions à mener sur tous les bords, et je pense que, je crois beaucoup. Dans l'opposition, on estime que voilà, c'est un régime qui est arrivé en disant qu'ils allaient amener les solutions, et donc que pour le moment, ils ne voient pas de solutions arriver. Oui, parce que je ne suis pas d'un parti politique, mais je dirais que bon, on est toujours l'être humain, on veut le changement immédiatement, tout de suite et en même temps. Alors qu'il y a tout un processus pour que ce changement soit efficace et durable. Je me dis, je ne suis pas politicien, je n'y connais pas grand-chose dedans, mais c'est mon avis. Donnez-lui le temps, on va l'évaluer à la fin de son mandat. On évaluera si maintenant à la fin de son mandat et qu'on observe que le verre est à moitié vide. À moitié vide, là avec tous les arguments qui accompagnent. Mais pour le moment, je pense que on est... Et puis il est confronté aussi à l'insécurité du pays qui déstabilise, qui mobilise beaucoup d'énergie. Peut-être que ça s'explique aussi. Mais je n'y connais rien en politique. Donnez-lui le temps de faire bien les choses. Et on le jugera à la fin. Parce que moi, je suis partisan aussi du changement. Mais quand les choses durent, on a du mal à changer. Je le sais dans ma propre association. Quand vous amenez de nouveaux changements, il faut vraiment développer les argumentaires, convaincre les plus récalcitrants et les amener à toucher du doigt le changement que vous voulez impacter. Et ensemble, on va toucher du doigt les changements qu'il est en train de nous proposer. Et justement, sur cette question, vous avez évoqué la question de la lutte contre l'insécurité tantôt. On a eu une semaine marquée encore par beaucoup d'attaques, notamment donc à l'Est, mais également dans le centre-nord. Alors vous, en tant que citoyenne, aujourd'hui, quand vous regardez cette situation, est-ce qu'on a pris la pleine mesure? Parce que d'aucuns estiment qu'on n'aurait pas dû aujourd'hui être encore dans des querelles politiques, mais que tout le monde devrait être ensemble autour de cette question. Mais même sur cette question, on demeure divisé. Moi, je pense que nous devons considérer que le Burkina est en guerre. Ça, c'est mon avis de Martine Somda. On est en guerre. Et qu'ensemble, quand on est en guerre, les enfants de la même maison doivent s'unir pour contrer l'ennemi. Et c'est ce que nous devons faire. On a à gagner. Ce n'est pas regarder l'autre. De toute façon, si l'autre est touché, tu seras touché. Forcément, à ricochet, tu seras touché. C'est ensemble. Il faut qu'on coalise nos efforts pour bouter cet ennemi-là qui nous encercle, qui est en train de nous encercler. J'espère qu'on va prendre la bonne mesure dans ce sens-là pour notre quiétude à tous, quoi, parce que
Ça fait peur. Alors, Madame Somda, vous l'avez certainement remarqué également à la pompe, à la station, l'augmentation du prix du carburant. Alors, une augmentation, en tout cas la pilule ne passe pas au sein de la coalition contre la vie chère qui a organisé une marche dans les différentes localités du Burkina ce 29 novembre. Alors vous, quand vous regardez déjà, parce que le gouvernement a ses arguments, l'opposition les rejette, vous, quelle est la lecture que vous en faites? En tant que consommateur, c'est salé quand même. 12% d'augmentation. Voilà, c'est salé parce que vu que le salaire que le Burkinabé a ne s'étire pas, c'est salé, mais ça se justifie certainement au niveau du gouvernement. Il y a une raison, ils ne l'ont pas fait simplement pour créer une difficulté au niveau de la population. Ils ont certainement une raison de le faire. Et pour ma part, je n'ai pas autre chose à dire. Est-ce que vous ne craignez pas que ça vienne encore mettre le feu. Mettre le feu un peu sur le front social? Mais je pense que c'est ce que je disais tantôt. Si la communication est développée tout autour, il faut que le gouvernement communique beaucoup là-dessus pour que ceux qui sont réticents comprennent pourquoi l'augmentation. Si c'est compris, je ne pense pas que le problème va se poser. Peut-être que ce n'est pas compris. Et que si les arguments apportés les convainquent, ça ne va pas amener une grogne. Sinon, je crois qu'on a l'habitude chaque fois qu'on augmente, si ça, bon, après ça passe. Ok, Madame Somda, cette semaine, bien sûr, on a donc le procès du putsch qui se poursuit avec le général Gilbert Diendéré qui est à la barre. Alors, d'aucuns estimaient en tout cas que quand le général allait venir à la barre, toute la lumière allait se faire maintenant sur ce putsch. Vous, quand vous regardez un peu le témoignage, ou en tout cas la déposition du général, qui, le premier jour, n'a pas reconnu les faits, a estimé qu'il n'était donc ni l'instigateur de ce coup d'État. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment que, comme le disent certains, c'est comme si on avait un coup d'État fantôme, personne n'assume? Je suis un peu comme ces personnes qui l'ont dit. Je ne comprends pas grand-chose. Je suis aussi les débats, les comptes rendus. Mais ce que je souhaiterais, je veux pour mon pays, c'est la paix, l'entente de la paix. De quelle manière ça va y arriver, je ne sais pas. Mais on en a besoin. On n'a pas besoin de se diviser. Est-ce qu'on peut faire fi de la justice? Non, parce qu'il faut rendre justice. Mais c'est ce que je disais, je ne comprends pas grand-chose au débat judiciaire. Les termes utilisés, je ne comprends pas. Mais moi, je souhaite que simplement qu'on retrouve notre paix d'antan. Parce que le Burkina était reconnu avant comme une terre de paix, une terre où les gens vivent en harmonie, en cohésion. Et moi, mon souhait, c'est d'avoir cette terre encore. Parce que là, on vit sur le qui-vive presque avec tout ce qui se passe. On se couche, on ne sait pas ce que demain sera fait. Et ça, ce n'est pas intéressant pour des projets, pour plein d'autres choses. Ça ne permet pas de focaliser son énergie sur le développement ou bien sur un futur. Et ça, moi, je m'inquiète beaucoup pour ça. Je souhaite qu'on puisse se comprendre et rétablir cette paix-là. Donc, Madame Somda, je pense que la paix va être le mot de la fin pour ce soir. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Voilà, mesdames et messieurs, sur la brèche pour ce soir, c'est fini. Merci pour votre attention et à dimanche prochain pour un autre numéro.